direct de la bucolique pyramide de Sainte-Foy dans le cadre du Comedy Fest. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est approche-toi pas. Merci, je vois des gens qui sont fans de mon chat. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Oui, et moi, c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche, le podcast où les hommes ne sont les bienvenus que dans la foule, où ils ne peuvent pas nous couper la parole ni vous nous voler du temps d'antenne. Le ton est donné. OK. On est très heureuse d'être avec vous pour le 12e épisode et d'accueillir notre super invitée. L'animatrice, autrice, chroniqueuse, rédactrice, productrice au contenu, recherchiste et journaliste au Soleil, Pascale Lévesque, tout le monde, on l'accueille comme il se doit. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Pascal. On voulait savoir, te sens-tu farouche aujourd'hui? Et là, tu portes des bottes, OK, à l'audio, vous le voyez pas, mais des merveilleuses bottes roses, là. Rose chromée de cowboy. Ça vaut la peine. Malheureusement, les gens à l'audio, là, ils les voient pas, mais est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui dans tes bottes? Ben oui, toujours mes bottes. C'est comme c'est ma plume de Dumbo pour être farouche. Une très belle référence encore à mon âge, le film Dumbo. Non, mais vous le saviez, Dumbo, il pensait qu'il volait parce qu'il tenait très serré une plume, parce que son ami lui avait fait croire que c'est à cause de ça qu'il était capable de voler. Et finalement, non, ça n'avait pas rapport. C'était ses grosses oreilles. C'était ses grosses oreilles. Fait que moi, je me fais croire que je suis farouche à cause de mes bottes, mais finalement... C'est tes oreilles. Oui. C'est ça. Super. Ben Pascal, toi et moi, on a déjà eu le plaisir de travailler ensemble. Là, on a été chroniqueuse à l'émission de radio matinale de Pénélope pendant quelques temps ensemble. Pascal, c'est aussi la première journaliste à avoir écrit un article sur moi, entier. Hein, et sur moi et mes projets, vrai. oui, dans Le Devoir. Ouais. À l'époque, oui, on a Le Devoir, on fait les choses bien. Pour parler de mon show québécoise, hein, donc c'est là qu'on sait qu'elle a du goût, Pascal. Et on a aussi un amour sans fin commun pour le fromage en grains, dont on parlera plus tard. Alors, merci encore d'être là, Pascal. Oh yeah! Et c'est maintenant l'heure du bulletin de nouvelles qui ont marqué l'actualité depuis le dernier épisode, le 14 juillet dernier. Et on espère que vous ne comptez pas juste sur nous pour vous tenir informés parce que vous allez faire le saut. Okay? Oh ouais, c'était quand déjà le dernier épisode? C'est ça, le 14 juillet. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'est passé tellement d'affaires dans le dernier mois. Je pense que je suis tombée dans le coma puis je me suis réveillée après 10 ans. Genre, je me suis réveillée, j'étais comme, est-ce que les génocides sont finis? Est-ce que Québec a eu son équipe de hockey finalement? Je suis encore hétéro? Non, puis oui, malheureusement. Ah, c'est ça qui est plan. Et pour pas tourner le fer dans la plaie, le tramway est toujours pas construit, puis la CAQ est encore au pouvoir. Fait que je suis vraiment désolée pour toi. Alors, lors du plus récent épisode, le 14 juillet dernier, c'était le lendemain de la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et étrangement, personne n'en parle depuis. Hein? Il ne reste aujourd'hui que le lointain souvenir des photos des républicains qui se promenaient avec un petit bandage à l'oreille en soutien à Donald Trump. C'est un peu comme si, en 1995, les péquistes s'étaient coupé une jambe pour soutenir Lucien Bouchard. Ouais. Et le 21 juillet dernier, le président Joe Biden a annoncé qu'il ne briguerait plus un deuxième mandat et qu'il jetait l'éponge. Il n'aurait pas dû. Je pense que l'infirmière du CLSC en a encore besoin pour lui faire son bain. Je l'aime vraiment, cette joke. On l'aime vraiment beaucoup, cette joke. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui a pris le relais de la course à la présidence depuis. Et tout de suite après son annonce, elle a amassé des dons records atteignant 81 millions de dollars en 24 heures. Plus ça, Québec, pour que tu te l'imagines bien, 81 millions, c'est 1/23e du projet du 3e lien. 1/123e, pardon. C'est pire. Oui. On a même vu apparaître aussi avec Kamala des T-shirts « White Dudes for Kamala » et on est un peu déçus. On aurait vraiment aimé avoir la même idée pour notre merch, hein? « Dude blanc for farouche », hein? Toi, tu l'aurais porté. Oui, toi, tu l'aurais porté. On le sent. Et une nouvelle stratégie a vu le jour dans le camp des démocrates. Ils traitent maintenant les républicains de weird. C'est tout. Weird, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'argument de fond, c'est juste ça. Ils leur disent qu'ils sont bizarres. Je trouve ça un peu ridicule, quand même. Non, mais en même temps, la meilleure façon de se battre contre un gros bébé orange, c'est clairement de faire le même genre d'enfantillage que lui.
Non, c'est vrai. Les républicains, c'est vraiment important de leur parler Avec des mots simples. Oui, Oui. le nouveau colistier de Kamala Harris, Tim Walz, c'est justement l'instigateur de cette stratégie. Et Tim Walz, c'est le papa qu'on aurait tous aimé avoir. Mhm. Ouais, la preuve, vous l'avez peut-être vu au rassemblement des démocrates hier soir à Chicago. Pendant son discours, alors qu'il parlait d'à quel point il aimait ses enfants, la caméra a montré son fils en larmes se lever pour l'applaudir et crier « That's my dad! » Non, mais c'est pas de la belle masculinité positive, ça. Ah ouais. Oui, Tim Walz, là, c'est le monsieur souriant, jovial, tu sais, celui qui t'aide à déménager. Oui, qui te juge pas quand tu sais pas comment démarrer un char, mais tu sais, on dit pas parce qu'on est des femmes puis les femmes savent pas conduire, c'est juste que c'était une nouvelle communauté, puis là, ça donne que cette journée-là, j'étais dans ma tête, puis j'étais menstruée, puis OK, fallait être là! Fallait être là. Aux Jeux olympiques Oui, de Paris, la boxeuse algérienne Iman Khelif a été inondée de messages de haine à la suite de sa victoire contre la boxeuse italienne Angela Carini. Des transphobes ont accusé l'Algérienne d'être un homme et la désinformation s'est ensuite propagée comme une gastro dans le temps des fêtes. Oui, en effet, la gastro médiatique a été alimentée par le fait que la boxeuse italienne a abandonné le combat après seulement 46 secondes en criant « C'est pas juste, c'est pas juste ». Nous avons d'ailleurs mis la main à Farouche sur la piste audio de la fin du combat. Et voici donc, en primeur, les mots exacts qu'a prononcé Carini, qui est une policière en Italie, on le rappelle. « C'est pas juste, c'est pas juste. D'habitude, quand je frappe des Arabes, ils n'ont pas le droit de répliquer. » C'est très vrai, oui, oui. Oui, à noter qu'Iman Khelif est bel et bien une femme cisgenre, c'est juste qu'elle n'est pas blanche et qu'elle a des épaules. Tu sais, c'est comme ce qu'on attend d'une boxeuse. Là. Pendant ce temps, le nageur américain Michael Phelps a les pieds palmés puis personne ne l'a accusé d'être un dauphin. Non, personne. On rappelle également qu'à la base, c'est pas tant le genre de l'Algérie d'être le pays le plus woke de la gang en envoyant une femme trans aux Jeux olympiques. Et anyway, ils peuvent pas être si woke que ça là-bas. J'ai vérifié, ils ont même pas de Rachel Berry. Ouais. Et c'est malheureusement du déjà vu dans le monde sportif. Par le passé, on avait accusé aussi Serena Williams d'être un homme parce qu'elle avait les bras musclés. Ah, ben oui. Au tennis, hein? Quelle surprise! Là, faites pas le saut, mais il paraît que les nageurs synchronisés ont bien du souffle. Ouais. Il semble donc que pour certaines associations de dudes qui demandent toujours à leur blonde où se trouve le balai après que leur blonde leur ait demandé de passer le balai, que pour ne pas remettre en question la féminité des femmes, il faudrait qu'elles soient push, puis qu'elles frappent comme des filles. Oui, encore une fois, on reproche aux femmes athlètes d'être des athlètes et de se surpasser. Reproche que personne n'a fait à Ray Gunn, cependant, la désormais célèbre breakdanceuse australienne. Ouais. Ça, personne ne lui a dit qu'elle était trop Non, on bonne. se non. rappelle du move de kangourou. Par voie de communiqué, les communautés racisées à travers le monde ont d'ailleurs déclaré à ce sujet « C'est ça que ça donne quand vous passez votre temps à coloniser au lieu d'apprendre à danser. » Céline Dion, maintenant, c'est la nouvelle Céline Dion. La chanteuse québécoise a ému le monde entier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris en interprétant l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, une toune qu'on a maintenant dans la tête pour les 8 prochaines années. Oui, le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et là, bon, OK, une autre nouvelle par rapport à Céline maintenant. Oui, on a 2 nouvelles sur Céline, on s'en fout, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Anyway, de quoi voulez-vous qu'on parle d'autre? De la course à la chefferie du Parti libéral? Plate? Non, mais t'as pas vu que le dernier à avoir annoncé sa candidature, c'est le PDG sortant de la Fédération de la Chambre des commerces du Québec, puis il y a un autre personnage de méchant pour enfants. Mais là, voyons, c'est quoi? C'est-tu genre Robert Gros-Billet-Vert? Non, presque. Monsieur Trillion? Tu brûles. Mais là, c'est quoi d'abord? C'est Charles Milliard. Bon. Bref, Céline... C'est qui? On sait. Oui, c'est qui? On sait, sait c'est pas. une bonne question. Bref, Céline Dion a récemment critiqué l'utilisation de sa chanson « My Heart Will Go On » lors d'un rassemblement de Trump. Puis Et on pour osait des- faire ça. Ouais, pour des raisons évidentes, les républicains n'ont pas demandé le consentement de l'artiste parce qu'on sait bien que le consentement, c'est woke. Ouais. L'équipe de Céline a d'ailleurs signé le message d'indignation qu'ils ont publié sur Instagram avec « Vraiment? Cette chanson-là? » Alors que pourtant, rien ne représente mieux la campagne de Donald Trump qu'un bateau qui coule. Parlant de bateaux qui coulent, du côté de l'urgence climatique maintenant, l'été 2024 bat toujours des records et les experts en climatologie s'entendent encore une fois pour dire que... Oui. En effet, les catastrophes s'accumulent alors que Jasper, en Alberta, se relève tranquillement après que 30% de la ville a été détruite, avec des dommages évolués à plus de 300 millions de dollars.
Le chef conservateur, Pierre Poilievre, en a profité pour faire une conférence de presse et a réitéré son appui à ne faire absolument fucking rien contre le réchauffement climatique. Et au Québec, on peine toujours à se relever du reste de la tempête débit. François Legault s'est engagé à élargir l'aide aux sinistrés et à rembourser les tables de ping-pong inutilisées dans les sous-sols de banlieue. Oui, très important. Le premier ministre du Québec a également promis des engagements importants à long terme pour lutter contre le réchauffement climatique et s'assurer d'une résilience pour toutes. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de ça. non, je pense même pas qu'il sait ce que c'est. Résilience. Non, ben, en fait, je pense que François Legault pense que le mot résilience, c'est le nom d'une compagnie minière suédoise à qui il donnerait la permission de détruire les cours d'eau. Oui, ça sonne comme ça. Vous vous sentez peut-être impuissante face au génocide en Palestine, la gang? Eh bien, n'ayez crainte, parce que dès 2026, le Québec pourrait avoir un rôle crucial à jouer dans la guerre en envoyant lui-même des munitions au gouvernement d'extrême droite israélien. En effet, la compagnie General Dynamics Produits de défense et systèmes tactiques serait le contracteur principal de ces obus de mortier hautement explosifs. Oui, rassurez-vous, cependant, le gouvernement canadien jure qu'il n'envoie aucune arme létale à l'armée israélienne et seulement des... attention, 2 points, ouvrez les guillemets. Seulement des armes explicitement conçues et principalement utilisées pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l'environnement. Puis en plus, ces armes-là, ils font les bords de pantalon. C'est pratique. C'était une référence à Dans une galaxie près de chez vous. Je ne sais pas si vous l'avez Les vrais savent. Et pour vous... Oui, pardon, excusez. Ah, c'est fluide, c'est fluide. Et pour vous laisser sur une note plus positive, n'est-ce pas? La chanteuse Charlie XCX a sorti un remix de sa chanson Guess avec Billie Eilish. Oui, effectivement, la sortie du remix a provoqué une épidémie de femmes queer en chaleur. Si c'est ça l'agenda LGBTQ, en tout cas, ça fonctionne avec moi. Oh yeah! C'était ça, pour les gens qui ne nous connaissent pas, c'est ça, Farouche. Surprise! Toi, Pascal, est-ce qu'il y a une nouvelle qui est dans le bulletin ou qui n'est pas dans le bulletin que tu avais envie de parler? Là, je sais qu'on parlait dans les loges que c'est bientôt la rentrée de la radio, un domaine que tu connais bien. Bien, c'est la rentrée de la radio, mais c'est la rentrée pour tout le monde. Puis tout le monde s'est mis à écouter les nouveaux animateurs et j'allais dire les nouvelles animatrices, mais je vais me contenter de dire les nouveaux animateurs parce que où sont les femmes? Oui. Ouais. Ouais, parce que moi, ça fait longtemps que je travaille quand même dans le monde médiatique. Ben, je travaille en presse écrite depuis quand même assez longtemps. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai bifurqué vers la télé puis la radio. Mais ce que je remarque et que je trouve dommage, c'est que si je voulais avoir une carrière en radio, je serais quand même assez rapidement plafonnée. Je n'aurais pas accès aux cases prestigieuses qui sont le matin et le retour à la maison. Parce que ce sont des exceptions lorsque ça arrive, lorsque ce sont des femmes qui ont accès à ces postes-là. Parce que s'il y avait proposé, par exemple, à Patrick Lagacé d'avoir ce qu'on appelle le mid-morning, donc entre 9h puis 11h30, est-ce qu'il aurait accepté? Je ne crois pas. Hein? Lui, c'est retour ou matin. OK. C'est ça. Puis là, quand on se met à analyser ça, bien, tous les matins de Montréal, ce sont des hommes. Tous les matins de Québec, ce sont des hommes. Il y a des exceptions ici et là, à Trois-Rivières notamment, mais tous les retours aussi à Québec, ce sont des hommes. À Montréal, exception, Annie. Bon, à Radio-Canada, évidemment. Mais pour le reste, les principales antennes, je dirais que je suis fière de faire partie du tiers de la population. Ah oui, hein, parce qu'on n'est pas la moitié. On n'est pas la moitié. Si on se fie aux émissions de radio, on n'est pas la moitié. On est loin, on est vraiment loin de la parité là, dans les postes. Puis quand il y a des trios qui animent au retour, ou le midi, ou le matin, c'est toujours le ratio, c'est ça, 2 gars, une fille. Exception au rythme FM de temps en temps, parce que c'est une clientèle, une radio qui a une clientèle plus féminine que masculine. Mais quand même, ça suppose que ça prend des femmes pour s'adresser aux femmes puis des hommes pour s'adresser aux hommes. Oui, bien non, sûr. à la population, parce que les hommes, c'est la valeur par défaut, mais les oui, femmes... oui, non, excuse-moi. les femmes, c'est juste à Canal Vie. Après ça, on n'est plus là-dedans. Oui. Puis, tu avais réagi aussi par rapport à, en ce moment, le congédiement de Patricia Paquin. Hey, mais ça, c'est quelque chose. Elle, ça faisait 54 ans qu'elle était à rythme FM, à Mais peu près. 1000 ans. Je pense Ouais. que c'est elle qui a construit l'antenne. Qui a mis, Qui a cloué les derniers clous de puis finition. en plus, la Moses, elle n'a pas vieilli, pas en tout. Mais Ouais. ça, c'est un autre... Pas c'est selon une ses autre patrons, visiblement. Mais, ouais. c'est ça, justement. Fait qu'est-ce que ça va prendre? Ben non. Patricia Paquin avait signé son contrat à la fin de la saison dernière pour la saison actuelle. Puis il s'est fait dire, ben rentre pas.
Puis pas avec beaucoup de préavis, si j'ai bien compris. Là, parce non, que... on parle de jour, même de la journée même. Là, ne te présente pas. Puis C'est ça, c'est quand tu te fais ton lunch, là. Tu te fais ton lunch pour aller au bureau, puis tu fais que me colle ça au vidange. Finalement, c'est super. On dirait que c'est ça qui est arrivé. Puis l'affaire là-dedans qui est encore la plus insultante, c'est que finalement, elle se fait dire ça à la dernière minute de ne pas rentrer, mais pendant tout ce temps-là, de mettre sous contrat une autre personne. Marie-Pierre Morin. Oui, c'est ça, parce qu'elle a été remplacée par de Marie-Pierre Morin. l'entraîner avec la partenaire de travail, qui est Ah. Marie-Ève Janvier, parce qu'on veut voir s'il y a une chimie. Ils ne prendront pas le risque de... Ah, fait que tout ça, ça avait été fait Ben, dans le dos? Moi, Ou on sait pas, non, mais on ils suppose. ont engagé Marie-Pierre Morin avant de mettre l'autre dehors. Oui, Je veux dire, sinon, il se serait retrouvé avec personne. Mettons qu'elle a d'autres choses à faire, Moi, Marie-Pierre Morin. j'imagine juste Marie-Pierre arriver genre avec un sac brun sur la tête pour faire être incognito dans les locaux puis faire tu. Mais ce que je trouve incroyable là-dedans, c'est que à la fois, c'est chiant pour Patricia Paquin, mais en même temps, on soumet Marie-Pierre Morin aussi. Tu l'as dit, avec le sac en papier brun sur la tête, c'est pas confortable non plus. De l'année de même. Marie-Pierre Morin a une job là, mais je veux dire, elle n'est pas contente que ce soit passé comme ça. Il n'y a personne qui veut ça. Puis c'est souvent ça qui arrive dans les médias, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais ce que je remarque, c'est qu'on est interchangeable bien plus qu'autre chose. Puis on est toujours mis dans cette espèce de compétition-là. Oui. C'est parce qu'il y a une chaise de C'est disponible, ça. puis les femmes, ben, c'est la chaise musicale. On se, Ça, on il se peut pas en l'arrache. avoir deux. Il peut pas en avoir deux. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'on met Patricia Paquin dans une situation super inconfortable, puis on met Marie-Pierre Morin dans une situation hyper inconfortable. Et la co-animatrice Marie-Ève Janvier, même chose. Ouais. Fait que tout le monde est inconfortable, sauf le boss qui est... Je sais pas. En plus, les boss... Ben, et puis là, la bosse, là, et puis la boss aussi. Bon, c'est réglé. C'est le même qui règle les problèmes. Ça va bien, non? Ça va bien. On La enlève bosse de tout le monde. Cogeco est partie. C'est une ancienne belle qui prend la place. Ouais. Fait que... Mais le féminisme, c'est plus important. C'est plus nécessaire. Tout va bien. Mais non, on sert à rien, nous autres. Ouais, puis tu sais, en tout cas, on parlait de sexisme, mais c'est tout interrelié, mais c'est de l'âgisme aussi un peu. Là. Marie-Pierre est beaucoup plus, même si ça paraît pas, puis Patricia Paquin a un teint très, tu sais, il y a l'âge aussi, là. Mais moi, j'ai ma théorie là-dessus. OK. On dit âgisme, là, puis je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. OK. Je pense que c'est quand on prend de l'âge, puis quand on vieillit, ben on prend de l'expérience. Puis on est plus intelligent de cette expérience-là. Tu vas me dire, ça paraît pas sur tout le monde, là. Mais On a des noms en tête, là. mais quand même, on est plus assumé, puis on ose dire les choses, puis tenir tête, puis on n'est pas On se gêné. laisse moins marcher sur les pieds. Ben, exactement. Puis ça, ben pour des patrons, C'est moins le fun. c'est moins le fun. On est mal commode. OK. Fait que oui, agisme, mais en même temps, puis là, je dis pas que c'est ça qui est arrivé dans ce cas-ci, mais j'observe que, sans nommer de nom, qu'il y a des cas dans le monde médiatique qui devenaient un peu trop gossants, finalement. Ah ouais. Hein? Mais ça ferait Parce ça qu'il ferait connaît, sens. tu Moi, connais des choses. Ben on va ouais, dire ça. moi j'approuve cette théorie. Puis tu sais, Marie-Pierre avait, je sais pas là, on n'est pas dans les coulisses là, mais Marie-Pierre aussi est peut-être pas full en bonne position pour négocier super farouchement, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, un contrat avec tout ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle est juste en mode, je me contente de prendre qu'est-ce qu'on me donne parce que ça a été tough dans les dernières années, genre. Ça a été tough pour Safia aussi, on la salue, mais bon. Mais ça nourrit aussi le cycle du sexisme et de la misogynie, parce qu'il y a des gens qui sont très heureux de l'avoir arrivé là, mais moi, ce que j'ai vu en ligne aussi, c'est des gens qui n'étaient pas super tendres envers Marie-Pierre Morin. Puis, ben, c'est pas elle qui a pris la décision. Non, c'est ça. Elle n'est pas responsable de ça. Donc, non, c'est pas elle qui s'est auto-engagée. Non. Il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là, effectivement. à moins qu'elle soit très, très, très riche et qu'elle possède Cogeco. Oui, c'est ça. Ouais, non, Ben, son ex, c'est un joueur de hockey. toi, Coralie, y a-tu quelque chose dans l'actualité qui t'a Ben, moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, si vous avez suivi un peu l'actualité pop des dernières... de cet été, dans le fond, on a parlé de Charli XCX qui a fait un album qui a vraiment beaucoup fait parler de lui, de Brat. Et Brat. Mon anglais est super, OK? La gang, vous allez voir ça. Puis, elle a tweeté, dans le fond, quand Kamala a sorti pour dire qu'elle se briguait la présidence, elle a tweeté que Kamala était Brat. OK? Et là, ça a vraiment comme enflammé la twittosphère, comme on dit. Et maintenant, on appelle aussi son colistier Tim Walz. Et maintenant, le monde a commencé à l'appeler le Midwest Princess, qui est le surnom qu'on donne à Chappell Roan en ce moment, qui a fait un tabac en ce moment avec son single qui est sorti Good Luck Babe. Fait que là,
maintenant, c'est drôle parce qu'aux nouvelles, maintenant, ils expliquent, il y a des animateurs qui expliquent aux gens plus vieux ça veut dire quoi Brat, puis c'est qui Charlie XCX, puis pourquoi Kamala est Brat, puis pourquoi Tim Walz c'est un Midwest Princess, puis pourquoi c'est nice, parce qu'ils s'en vont vraiment chercher le vote des jeunes. Fait qu'il y a quelque chose de très drôle en ce moment où Internet est en train d'avoir une espèce de narratif complètement différent on l'aime Kamala, il y a comme une espèce d'effervescence dans l'air de comme première femme présidente, première femme non, comme on est vraiment excité de ça, et aussi on est excité de Tim Walz parce que c'est vraiment un beau papa. Il a vraiment l'air fin. Tu veux dire Coach Waltz? Coach Waltz, Oui, c'est Waltz, vrai, on oui. l'appelle Coach Waltz. Qui a été enseignant, là, pas une minute, là, mais pendant plusieurs années, puis qui a été entraîneur de l'équipe de football, puis qu'il a fait du travail supplémentaire pour être entraîneur d'une autre équipe dans la communauté, pour faire des sous, pour pouvoir payer les lunchs. J'ai tout écouté la convention. Oui. Mais c'était quand même assez impressionnant. Puis tu parles de la génération Z, là? Oui. Ben, ça marche au bout parce qu'il y avait la nouveauté cette année, c'est qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui étaient invités pour la première fois, dûment accrédités pour participer à la Convention démocrate. Il y en a aussi chez les républicains. Mais les réseaux sociaux vont jouer un grand rôle dans cette c'est surtout sélection-là. que t'invites des gens qui ont, je vais le dire en anglais parce que je suis pas Radio-Canada, mais qui ont un reach. Qui ont un reach de millions de personnes puis qui s'adressent directement à eux sur les enjeux qui les intéressent. Tu as autant des gens qui s'intéressent qui font beaucoup de vidéos sur l'immigration, mais il y en a d'autres qui font ça sur les droits reproducteurs. Fait qu'eux, ils ont leurs millions de suiveurs. Puis ils sont là, puis ils sont pour Kamala. Fait que t'invites 200 personnes avec des millions d'abonnés qui sont de son bord. Fait que dans le fond, c'est de la publicité gratuite. Tu rends ça cool, tu rends ça Ben beau. oui, il y a eu Megan Stallion. Stallion, en tout cas, Megan, on est chummés, moi, puis Megan. Puis elle était là aussi, puis si vous la connaissez pas, c'est elle qui est l'autre rappeuse avec Cardi B dans WAP. C'est comme son sosie, genre. Oui, ils s'en ressemblent quand même un peu, mais elle est connue pour faire un c'est comme ça, c'est son bruit vraiment qu'elle fait. Puis elle a une vidéo comme avec ton chat. Oui, c'est ça ressemble un peu à mon chat du début. Puis elle a une vidéo avec Kamala qu'elle dit comme hey tout le monde on vote pour Kamala. Ça fait beaucoup rire qu'on soit comme rendu là en politique parce que autant que t'as Trump qui dit genre n'importe quoi. Là, il a pété une fuse qu'on est aussi de l'autre bord du spectre en étant comme yes, les jeunes, yo, les jeunes, on va voter pour une femme de 59 ans, les jeunes. Puis il y a quelque chose qui me fait rire je pense que c'est leur seule là. chance de battre Trump parce que là, il y a tout ce nouvel électorat-là qui arrive, qui est sur TikTok, qui est sur. Fait qu'ils ont vraiment ciblé ça. Oui, puis il y a eu, avant qu'on écrive tout ça, il y a 2 jours, dans le fond, 2-3 jours, Taylor Swift, dans le fond, Donald Trump a retweeté, sur Truth Social. Hey, le monde, il rit de mon anglais. Ils sont comme, c'est qui, elle, tabarnak? Elle a peut-être fait l'école de l'humour, mais elle n'a pas fait son anglais. Parce que... Partagé sur son réseau social. Sur le réseau social Truth Social. Voilà. Il a partagé, dans le fond, un post où il y a quelqu'un qui a fait en AI Taylor Swift qui disait « Taylor Swift veut que tu votes pour Donald Trump ». Et là... il utilise son image sans son consentement, encore une fois. Avec l'intelligence artificielle, c'était quand même bien fait. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est fou que d'un côté, t'as comme justement les influenceurs puis des vedettes qui appuient Kamala, puis là, la gang de Donald Trump capote tellement qu'il va falloir qu'il fasse Taylor Swift en AI pour essayer que les Swifties votent pour lui. On est dans un beau moment, je trouve, culture pop et culture politique en même temps. Je veux dire, je sais pas. Moi, j'ai jamais vécu ça, je pense. I guess que j'étais pas née, mais en 95, quand les colocs, peut-être que ça faisait ce genre d'affaires-là. Mais là, c'est la première fois que je vois la politique puis la culture populaire être genre... se parler de même. Dédé Fortin était un TikTok dont on l'avait à notre pays. Non, mais Dédé Fortin, il a fait la sortie d'Astrostomique la journée du référendum. C'est vrai. Fait que, c'était la façon de l'époque. Oui, puis il pleurait, puis il était triste, puis tout ça, parce qu'il pensait qu'on allait avoir un pays. Oui. Mais, non, mais moi, je l'ai vu la soirée, mais la culture pop a toujours été interreliée avec la politique. La preuve, ils ont élu les Américains Ronald Reagan, qui est un comédien. Mais ça a toujours fait partie
aussi. Puis comment ils ont aussi organisé l'image de Kennedy, c'est la même chose. Mais ça fait un bout. Mais il y a toujours eu. Ouais. C'est parce qu'à chaque époque, il y a sa culture pop, puis Ouais. c'est les médiums pour C'est ça. véhiculer cette culture pop-là. Fait que ça se faisait d'une manière avant. Tu sais, je veux dire, mettons, là, on se remet dans les années. Mettons, on est en 1980, là, mettons. J'étais née, j'avais 1 an. Il y a eu un référendum, Ouais. puis, tu sais, les artistes étaient C'est super impliqués, ce qu'on trouve, ce que les péquistes trouvent maintenant très difficile parce qu'il n'y en a pas un Moses qui veut embarquer Oui. dans le. Ils sont fâchés contre Émile Bilodeau, là. Ben, oui. oui, mais je veux dire, c'est ça. Puis quand Québec solidaire est arrivé, c'était comme une voix. Ah, mon Dieu, les artistes se sont donné la permission d'embarquer dans le politique. Mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de valeurs qui étaient véhiculées, qui étaient même des combats qui étaient menés en parallèle par les artistes qui étaient ceux aussi de Québec solidaire. Mais la culture pop évolue, puis en même temps que la politique évolue, puis ils se suivent tout le temps. Tu as besoin d'être endossé. D'ailleurs, c'est Oprah qui a fait élire Obama. God bless. God bless. Et merci, mesdames, pour ce merveilleux tour de table de l'actualité. Oh yeah! On est toujours à Farouche. Oui, le podcast où on chiale sur la CAQ, le patriarcat, puis la CAQ. Coralie t'a dit 2 fois la CAQ. Ouais, c'est parce qu'on en parle vraiment beaucoup. C'est vrai. C'est maintenant le moment du podcast où on pose des questions plus spécifiques à Pascal pour apprendre à mieux la connaître et à savoir comment se manifeste son féminisme au quotidien. Ah ouais? Oui, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ça paraît pas, mais c'était là. Puis, donc, Pascal, tu as amorcé ta carrière en presse écrite. Tu as ensuite fait de la chronique à la télé, à la radio. Tu es retourné récemment à tes anciennes amours, hein, le journalisme, à la Ville de Québec. Comment tu exprimes ton féminisme dans ta vie professionnelle? Ben, je suis toujours fâchée. C'est un bon... Oui, c'est très bon. Ça part bien. Non, mais en fait, d'exprimer son féminisme dans la vie professionnelle de journaliste, là, tu sais, je suis reporter, je suis pas chroniqueuse, Ouais. je prends pas parti quand je fais mes reportages au Soleil, mais tu sais, une bonne manière de le faire, c'est toujours de penser à être paritaire dans les intervenants que je vais chercher. La réalité, c'est que si la personne ne répond pas au téléphone, mais j'ai un deadline, ben Je vais prendre la personne je qui va prends la répondre. personne qui est là, mais c'est d'avoir ce souci-là dans la pratique aussi du métier. Puis c'est toujours d'avoir aussi en tête l'angle féministe dans la couverture d'un sujet parce qu'on y pense pas. C'est comme un angle mort autrement, mais tu sais, il y a un reportage qui va probablement sortir demain ou en fin de semaine sur une compagnie de... Là, de toute façon, c'est pas grave, ça va être passé. Fait que ça va être dans le Soleil, je cherchais mon nom, puis la compagnie Inodal. Bon, mais tu sais, je veux dire, j'ai posé la question, comment ça se répartit? Bien, 75% de femmes dans l'entreprise. C'est quand même... C'est pas tout le monde qui aurait nécessairement posé ces questions. Non, mais c'est important de le faire parce que, tu sais, mais supposons qu'on traite de sujets scientifiques, là, tu sais, que des gens qui œuvrent dans le génie ou dans la science de la microbiologie, ou etc. Ben, tu sais, de poser la question, puis que ce soit écrit dans le journal, puis que ça amène la personne à s'exprimer. Hey, c'est le fun cette année, on a eu plus de stagiaires femmes, c'est bon signe. On fait des contrats avec pas des contrats, mais on fait des ententes avec l'université. On essaie d'aller chercher le plus possible de talents féminins pour équilibrer nos équipes. Bien, de penser à poser la question, ça peut permettre de sortir cette information-là. Ou, si c'est pas le cas, puis ça n'existe pas, ben c'est de l'écrire, puis que ça sonne une cloche à quelqu'un, tu sais. Fait que oui, c'est une manière d'exercer mon féminisme dans mon travail. Puis l'autre manière, ben c'est au jour le jour, dans le quotidien, dans des réunions, tout ça, c'est de pas me faire mansplainer. Ah oui, toi, tu laisses pas ça Toi, passer. tu laisses... C'est quoi ta réaction quand, mettons, quelqu'un te coupe la parole? Est-ce que tu continues? Tu dis, est-ce que tu m'as coupé la parole? C'est quoi ta réaction quand un gars te coupe la parole? Tu parles plus fort. Ouais, moi, je coupe la parole. Je suis capable de couper la parole, puis je suis une bonne débatteuse, tu sais. Fait que moi, je veux avoir raison. Bon. Mais c'est pas important d'avoir raison. C'est une erreur de penser ça. L'idée, c'est de faire entendre ses idées, de se faire une tête après, puis de peut-être changer d'idée ou de renforcer sa position. Mais moi, là, depuis toujours, me faire mansplainer, là, ça m'enrage. Puis dans plusieurs équipes de travail dans lesquelles j'ai été, j'ai le don de spotter. Ah ouais, hein? Le mansplainer? Oui, mais il m'aime pas non plus. Ouais. Il y a quelque chose de dérangeant, mais je peux pas m'empêcher. Ouais. T'as-tu un exemple, mettons, d'une situation où est-ce que tu t'es clairement fait mansplainer? Là, une bonne anecdote à nous raconter là-dessus. Ah, ben dans mon syndicat de copropriété.
Ils sont partout, ma foi. Ouais. Mais c'est là qu'ils sont, je pense. C'est là qu'habitent les mansplainers dans les syndicats de copropriété. Mais, tu sais, je veux dire, bon, histoire courte, longue, mais on veut faire électrifier le garage. Fait qu'il y a une première réunion, une deuxième réunion, une troisième réunion. Finalement, le projet a fini par passer. Rien n'était moins clair dans le projet, mais on pose des questions. C'est ça qu'on fait dans un syndicat de copropriété. Puis, à force de poser des questions, c'est mon métier, je me rends compte que c'est toujours au conditionnel. Hein? On ne sait pas. Ils vont probablement faire ça. Et là, ça veut dire que si ces détails-là ne sont pas attachés puis que tu es au conditionnel... C'est parce que moi, mon 10 000 $, il est au présent. Là. Il est pas... c'est ça. C'est ça. Mais toutes les questions que je posais, je me faisais dire dans la réunion qu'elles n'étaient pas pertinentes. Ouais. Et le projet étant accepté, nous avons un Facebook de copropriété. Et ça, c'est le fun. Les groupes Facebook, c'est tout le temps le fun. C'est toujours bien drôle. Alors, pour le financement du projet, donc, c'est un projet qui nous coûte quand même des bidous à chaque copropriétaire. Fait que c'est pour ça qu'il y avait des réunions, tu sais. Puis c'était un gros montant à donner rapidement, je vais le dire. C'était 6 000 $ en même pas 3 mois. C'est ça, tabarnoune. Exactement. Tabarnoune, Exactement. Ça, c'est du bon mansplaining. Faut dire tabac pénis. Non. Fait que j'ai il y a des programmes de financement qui sont accessibles pour pouvoir le payer à l'année, mais finalement, je me rends compte que la personne dit non en écrivant sur à l'administrateur. Puis je suis pas toute seule, il y a une autre personne, puis une autre personne, et on se parle entre nous. Fait que là, j'écris sur le Facebook de copropriété sous un statut que rien n'est moins sûr quand tu as la possibilité d'avoir du financement pour de pouvoir étaler les paiements. Puis je me suis fait le mansplainer en chef. Il t'a trouvé. Dans l'ascenseur, puis il m'a dit « Vous, là, je veux vous parler. » Mon doux. Puis là, il m'a expliqué devant tout le monde pourquoi j'aurais pas dû écrire ça. Est-ce que tu as humilié l'homme, son ego? C'est ça qui est arrivé. Je comprends, il a travaillé là-dessus super fort. Ben oui, mais il était pas obligé, puis là, nanana, mais je veux dire, à un moment donné, tu peux pas pogner quelqu'un dans l'ascenseur de même. Ben non, c'est de l'intimidation. Ben c'était ça. Ce qui est fou, c'est qu'à Farouche, on a parlé de gros sujets de violence conjugale. Mais je pense que le pire, c'était vraiment le syndicat de copropriété. Là, ça touche une corde sensible. On va mettre un trigger warning. Je pense avant, on va être comme si jamais vous avez des mauvaises expériences en syndicat de copropriété. Faites attention à ce segment. Sérieusement, je pense qu'il y a personne qui a des bonnes expériences en syndicat de copropriété. Puis oui, c'est un gros sujet. Je suis d'accord. Moi, je suis sur le CA. Fait que t'es la mansplainer. Moi, je suis la mansplainer. La mansplainer. Moi, parce que j'ai envie de t'amener complètement ailleurs. Quoique, tu pourrais me reparler de condo, il n'y a pas de souci, mais moi, je veux, parce qu'on est des humoristes, n'est-ce pas, Coralie et moi, en route vers mon premier gala. Ouais! Cette émission qui était un concours, une espèce de télé-réalité qui a commencé en 2008, si je ne me trompe pas. Puis toi, tu as été juge sur cette émission-là en 2008 et 2009, les 2 premières saisons. On a beaucoup de questions. OK, oui. Vas-y faire. Qui était, faut quand même que je précise, parce qu'il y avait une émission américaine qui existait avant ça, qui s'appelle The Last Comic Standing. Ah oui. Ouais. Fait que c'était un concours. Là, il y avait des auditions, puis après ça... C'était American Idol, mais tu sais, avec des gens qui comptent des blagues. Exactement. Beaucoup d'hommes. Puis que c'est pas grave s'ils fausent à ce moment-là. C'est ça. C'est pas grave, ils sont pas drôles non plus. Ils sont pas drôles. Et moi, je me suis tapé, je pense, toutes les en route dans mon premier gala que j'ai pu trouver sur YouTube et te contenant. Et bon, c'est plate pour les gens à l'audio, mais voici la face de Pascal pendant la majorité des sketchs d'hommes pas drôles. C'est drôle, un petit sourcil froncé. Pour l'audio, c'est genre une face de quand tu manges dans un citron quand t'as 2 ans pour la première fois. Un what the fuck. Tu sais, un what the fuck permanent. T'as dû en voir des blagues problématiques au fil des émissions. Mais on veut les pires. Non, mais on était... Donne-nous des noms. Non, mais c'est que pour expliquer le contexte, là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour la relève en humour. T'avais les galas juste pour rire, puis t'avais quelques bars, puis c'était
non seulement inconfortable pour beaucoup de femmes humoristes qui commençaient puis qui sortaient de l'École nationale de l'humour, parce qu'il faut le dire que Louise Richer a fait quand même beaucoup d'efforts à ce sujet-là. Là, bon. Mais il y avait peu de place pour s'épanouir, prendre de l'expérience, etc. Puis, c'est ça, j'allais dire, les bars, même, c'est inconfortable pour les nouveaux jeunes humoristes qui n'étaient pas un peu coquilles. Ouais. C'est ça. Fait que... C'était une très belle vitrine pour la relève. Là. La plupart des humoristes connus aujourd'hui, les Virginie Fortin, Phil Roy, sont passés par en C'est route, comme si ça avait organisé un certain système, puis ça avait fédéré les humoristes, les jeunes humoristes ensemble, puis ça avait permis à la relève de se positionner. La première édition était animée par Mike Ward. Oui. Puis le gars qui réchauffait la foule, c'était Phil... Phil Laprise. Phil Laprise, c'est ça. Et j'allais dire Phil Couture, pas rapport. On le salue. on le salue. Les deux sont dans une maison. Okay. Fait que c'était comme... Ces personnes-là avaient jamais... YouTube commençait, mais c'était pas ça encore. Facebook aussi, c'était bizarre. Puis il y avait... Il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait dire. Il n'avait jamais été exposé à l'œil du grand public. Il ne savait pas on explorait. Puis c'est normal qu'il y ait eu des écarts. Puis c'est normal aussi parce que ces écarts-là étaient propulsés sur les grandes scènes avec les grands humoristes qui finalement pensaient que c'était correct de faire des jokes sur telle affaire parce qu'ils n'avaient jamais vu personne se plaindre. Mais, je veux dire, t'es le king du king. C'est sûr qu'on va pas aller se plaindre. Ouais. C'est ça, c'est comme un servicieux, finalement. Exactement. Mais oui, j'ai entendu des affaires épouvantables. Puis ma théorie sur les affaires épouvantables en humour... on veut savoir. On part. OK, on part. Tu sais, on n'en est pas sorti. Parce que là, maintenant, la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « on peut plus rien dire oui. ». Je me suis fait tatouer sur le channel. Mais moi, là, ce que j'entends, puis là, ça revient à ma théorie. Ce que j'entends quand quelqu'un dit « mais là, on peut plus rien dire », c'est « mais là, on peut plus rien dire sans se forcer ». Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est ça parce que c'était paresseux. Puis je pense que la paresse a beaucoup plus à voir avec le problème de sexisme, de racisme et de jokes faciles en humour que les personnes qui sont profondément racistes ou misogynes ou problématiques, justement. C'est vrai que c'est un bon facteur. Tu sais, comme la paresse intellectuelle, la paresse de ne pas vouloir faire des recherches avant d'écrire une blague, de pas... Ou une chronique. La paresse de ne pas penser à comment une personne de ce groupe qui est peut-être déjà marginalisée là, va répondre ou va ressentir. Ben, il y a aussi tout on peut plus rien dire sans se faire critiquer un peu. Là. Avant, le monde était comme « Hey, non, avant, c'est parce que je pouvais dire que... » J'aimais pas mon voisin noir, puis c'était correct, tu sais. Puis t'es comme, oui, mais maintenant, il peut répondre, tu sais. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Maintenant, tu peux te faire critiquer. Puis il y a quelque chose aussi dans... Les gens sont pas capables d'accepter la critique. Il y a quelque chose de très drôle là-dedans de... Tu peux continuer à dire. La preuve, tu l'as dit à TV. La seule affaire, c'est que ça se peut qu'il y a des filles avec des cheveux bleus qui écrivent « Ben là, j'étais pas contente de ce que t'as dit. » Mais c'est que je trouve que ça départage... je vais dire, tu sais, les bons humoristes, des mauvais humoristes. Puis pour moi, un bon humoriste, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il est sur la scène. Puis essentiellement, vous vous rejoignez tous sur ça. C'est que vous voulez échanger avec le public. Il n'y a pas de quatrième mur. C'est un métier, c'est un art vivant, mais très, très vivant. Non seulement vous vous nourrissez des rires, mais vous devez prendre ce que le public vous donne, ce partage-là. C'est le kombucha des arts vivants. Non, mais exactement. Non, mais je veux dire, c'est une super belle métaphore. C'est qui le champignon? Mais bref, tu sais, quand on a cette ouverture-là, on est capable de s'ouvrir à la critique. Puis quand on est fermé, mais ça montre que tu es là pour faire ton show puis briller. Puis ça, c'est une mauvaise utilisation du micro, je trouve. Bien parce qu'il y a des responsabilités. J'ai écouté Spider-Man, mais pas au clap. Pas au clap, non. Pas au clap. Mais tu sais, oui, tu sais, je comprends aussi l'époque là, de En route vers mon premier gala. C'était pendant quoi, 8 saisons? 8 saisons. Ouais, oui, moi, j'ai fait les 2008, 2 premières. Donc à 2016 à peu près. 2 gagnantes femmes sur 8 saisons. Très peu de finalistes femmes, selon Wikipédia. Hein, peut-être qu'il y a des petits écarts. C'est quand même mieux. 8 saisons. Prochain stand-up, puis Rose Battles, c'est 7 saisons, aucune femme. Ça, oui, c'est une bonne moyenne. Ouais, Rose Battles, 5 hommes blancs qui ont gagné, puis le prochain stand-up, 2. Puis tu vois, là, puis là, vous allez dire que ça n'a pas de bon sens. On se reporte en 2008, puis c'est à côté, là, 2008, là, mais il y avait une moins grande cohorte d'humoristes femmes à l'époque. Fait que ça veut dire que le score est encore meilleur.
À l'époque. À l'époque. Oui, c'est ouais, ça. pour l'époque, En oui. comparaison. C'est vrai. Ouais. 2 gagnantes sur 8 saisons à l'époque, c'est mieux que 0 gagnante. Sur cette Aujourd'hui. saison aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment juste parce qu'on est moins drôle, de toute façon. C'est pour ça qu'on est. Mais oui, mettons, là, toi, l'année que Jérémy Demé a gagné, c'était-tu bon pour vrai? Non, on parlera pas. On dira pas des noms. Est-ce qu'il Non, était mais- déjà avec les meubles RD? Moi, c'est ça que je veux dire. Non, il était dans un décor. Oui, c'est vrai, il y avait un décor, contrairement à toutes ces pubs. Oui, mais c'était une belle. En tout cas, Coralie, toi, tu as fait le prochain stand-up, Oui. qui est comme l'espèce de version moderne, mais pas moderne parce qu'il n'y a pas de filles qui ont gagné Oui. du prochain Ah, stand-up. oui, le dernier prochain stand-up. concours. Ben oui. Oui, ben oui. Télé-réalité qu'il y Ouais. a eu à nouveau il y a quelques années. C'était comment, Coralie, le prochain stand-up? C'était comment? Ben, déjà, les conditions n'étaient pas pareilles. Là. En route vers mon premier gala, c'était quand même... C'était sur À ma TV. Saint-Hubert. Ah, non, mais Non, c'était dans... Moi, les 2 années que je l'ai fait, c'était dans les studios de Juste pour rire. Fait que le studio Juste pour rire, Oui. qui est l'ancien musée Juste pour rire, là, qui, Oui. finalement, qui a été financé, puis Johnson. Bon, fait que... Tout le monde a compris. Il y a des gens qui suivent l'actualité. Non, mais c'est parce qu'il y avait eu des fonds là, pour ce musée-là, puis là, c'était comme pas clair. Puis il y a eu puis- de la petite corruption. T'es-tu en train de me dire qu'un Mais- empire géré par Gilbert Rozon était pas neat? Non, mais c'est juste que je pense que ça a été mal géré, mais c'est pas Ok. grave. Moi, j'étais allée l'année du musée, puis j'avais bien aimé ça. OK. Mais bref, on tournait là, puis c'était comme genre, tu sais, ça tenait avec des cintres, là. Je veux dire, c'était vraiment. Mais au moins, c'était Ben, pas en pandémie. Mais comme Coralie. c'est revenu à ça parce que le prochain stand-up, c'était dans les studios de Juste pour rire. Ah ouais? Oui, puis Oh. on était en pandémie, il y avait le monde avec leur masque et on était à 2 mètres de distance, puis c'était En je pense après-midi, en non? après-midi. On a tourné ça à 13h. Tu sais, comme, c'est du monde. Puis là, il y a un monsieur qui dormait, moi, pendant le show. C'était vraiment... Oh, puis pas pendant moi, là, mais pendant juste... Il dort. Puis il a fait sa sieste. Puis c'était quelque chose. Puis moi, j'ai fait... j'ai été sauvée à la première ronde et à la deuxième ronde, j'ai fait un numéro et on m'a dit, on veut que tu parles de toi. Fait que là, j'ai parlé de féminisme. On m'a dit, non, ça, finalement, c'est trop féministe. J'étais comment c'est le fun. Parle pas de toi, Je suis finalement, vraiment parle pas de toi. contente d'être ici. Fait que oui, la game a vraiment changé, mais je trouve ça drôle que tu dises justement. Ça me fait capoter qu'il y a de moins en moins de gagnantes de ces concours-là d'humour aujourd'hui, alors qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque où on disait que justement, il n'y avait pas de femmes. Fait que Ouais. ça, il y a comme une espèce, je sais pas si c'est le fameux backlash masculin, mais il y a de moins en moins de ces femmes-là qui brillent dans ces concours-là qui avant, tu sais, mettons, je me rappelle que quand Virginie Fortin a gagné, Virginie puis Mariana Mazza, qui était la deuxième, ça a été une espèce de vague, là, qu'on était comme « Oh my God, il y a 2 nouvelles filles en même temps au Québec, humoristes au Québec, qui vont briller. » Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, je pense, 2 d'une shot de même. Mais Ça arrive. mais ça veut peut-être juste dire que c'est plus la manière d'éclore. Je pense que ça se fait Aussi. d'une autre Complètement. façon. Là. Comment ils s'appellent là, voyons, j'ai l'air d'une vieille personne. je parle comme ma mère parlait. Voyons, tu le sais. Là, Lui, avec que- les tu yeux, m'as là, réalisé, les yeux. Elle parle. Mais non, les deux filles là, qui imitent là, des Top G, là, puis des... Pascal Marino et oui. Marie-Alice Saint-Vincent. Bon, oui. ben, c'est par là que ça passe. Ouais. Sur les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux maintenant. sociaux, beaucoup, encore Ouais, une moi, fois. je ouais, trouve, TikTok. moi, je trouve, pour avoir du vécu en humour, que, ben, comme critique, là, pas comme personne drôle, là, parce que je me suis fait dire t'es pas drôle, tu devrais pas être critique. Ah ouais, c'est le même, ça marche. Ben ouais, c'est Tout ça. le monde sait ça. Je trouve que c'est par là que ça passe. Puis il y a beaucoup de femmes. Je suis vraiment contente de voir à quel point ça pousse. Là. Tu sais, comme, Oui. c'est beaucoup mieux que c'était quand moi, là, j'ai commencé à être critique d'humour. J'étais arrivée au Journal de Montréal, il était en 2003, il y a 20 ans. C'était pas ça. Là. J'allais au studio juste pour rire. Là, puis c'était tu sais, t'avais le off juste pour rire avant ZooFest, là, avant que ZooFest arrive. C'était juste des shows de chums de gars, là, tu sais. Ouais. Le show absurde, c'était juste des gars. Le show 3X, c'était juste des gars. Ouais, c'est vrai, ça a vraiment changé. C'est pas du tout à la Comédia l'année passée qu'il y a eu un gala sans femmes. Mais tu sais, non, là, je suis salty, là, mais oui, Mais effectivement, ça il y a aussi, plein de choses qui ont Mais changé. non, mais je vais le dire, mais ça, c'est de la paresse aussi, Oui, Amina, ouais, parce ça, je suis que d'accord. les femmes sont là, on C'est n'a ça. plus d'excuses pour dire j'en trouve pas, puis je les ai appelés, puis ils ont dit non, puis c'est pas vrai qu'ils ont appelé. Tu sais, je veux dire, mais je vais pas blâmer une personne en particulier ou une Non, c'est organisation. le Ah, c'est un système. système. C'est ouais. le système, puis c'est général. Hey, moi, je bouquais du monde à la TV. Hey, mon Dieu, je m'excuse. Non, c'est un peu pour T'es ça. invité pour ça. Je bouquais du monde à la télé, puis c'était difficile de tu sais, quand tu fais quand tu bookes un talk show, OK? Bon, t'accroches
ton auditoire avec une grosse vedette. Puis après ça, tu peux mettre les fameux B, les B puis les C. Là, donc A est booké. Puis là, c'est le temps de faire découvrir. Le A te permet de faire découvrir, tu sais, comme plein de monde. Mais il y avait beaucoup moins de A femmes que de A hommes. Pourquoi? Parce que l'énergie n'est pas la même. Ah oui. On est plate. On parle de nos menstruations constamment. C'est ça. Mais je me dis, pourquoi? T'sais? Il y avait Guylaine Tremblay qui était un A. Une chance, Guylaine était là. Guylaine est encore un A. Guylaine, c'est le mais plus long-lasting A de l'histoire. mais avec raison, parce qu'elle est exceptionnelle. Oui, Fait que, on l'aime, Guylaine. On la salue. elle est fine pour vrai. Ah! Ça, on est aime content d'apprendre ça quand on apprend qu'une vedette est fine pour vrai. Je peux vous apprendre plein de gens. Oui, c'est ça. Oui. On n'ira pas là. Si vous restez après, là, hors d'onde, il y a une petite prime, on donne des noms. Tu as aussi été analyste à Big Brother. Eh oui! Pas célébrité. Il y a déjà eu un Big Brother pas célébrité au Québec. Ça a duré un an. C'était pas à cause de toi t'étais super bas. Mais ça c'était comment, ça? Je suis juste curieuse. C'est parce que je me suis développée une expertise en télé-réalité. Je couvrais la télé quand j'étais au Journal de Montréal. Puis la télé-réalité arrivait. Fait que moi, j'ai comme eu une chronique sur la télé-réalité. Puis là, comme je suis devenue comme l'experte en télé-réalité. Parce que ça se peut. Oui. Hein? Il n'y a pas de saut métier. Fait que le producteur de Big Brother, j'aime ça le dire de même, Big Brother. On est à T'as Québec, le même niveau d'anglais que moi, c'est le fun. Air Fryer, Big Brother. Ben, ils m'ont appelé parce que j'avais fait en route vers mon premier gala. Fait que je leur ai envoyé des clips. Puis ils m'ont dit ça se pourrait. Il y avait déjà eu avant dans les éditions de Love Story Karine Lefebvre qui avait fait ce genre de travail-là d'analyste. Puis, moi, ils m'ont engagée, puis c'était super drôle. Là. J'ai fait ça avec un gars qui après ça, il a fait Call TV. Call TV. Vous rappelez-vous de Call TV? Tu sais, là, tu pitonnais là, à 2 h du matin, comme tu n'arrivais pas à aller te coucher. Puis là, c'était comme une espèce de jeu. Tu sais, là, trouve la voyelle dans cette affaire-là, puis tu t'appelais, tu gagnais jamais. C'est l'ancêtre des lives sur TikTok, je trouve, un peu Call TV. Miam, miam, ping, tu sais, ça fait vraiment... C'était tellement bon. C'était tourné en Europe de l'Est, en plus. Ben oui! Parce qu'il n'y avait pas le droit de faire ça au Québec. Il y avait comme une trick dans la loi ou je sais pas trop quoi, puis il allait où tous les studios de Call TV du monde entier étaient là-bas. Fait que les gens déménageaient là-bas pour faire, tu sais, comme... C'était Guillaume Arsenault qui s'appelait le gars. Qui faisait. Il était bon! Appelle-nous, Guillaume. Oui, appelle-nous, Guillaume. De toute façon, on va aller tourner en Roumanie des émissions louches. On prendrait des extra money. Peut-être une dernière question pour Pascal, Coralie? T'en as-tu une? Mettons, parmi celles qu'on a. Pige au hasard. Je sais pas. Est-ce que tu as dû argumenter avec beaucoup de femmes non féministes dans ta carrière? Parce qu'on a l'habitude d'argumenter avec des hommes. Pas féministes qui nous mansplainent dans l'ascenseur. Mais mettons des femmes. Moi, je trouve ça plus difficile. Ça me fait plus de peine quand j'ai à le faire. Toi, t'as-tu eu à le faire? Mais c'est pas argumenter comme... C'est comme bizarre. C'est pas des... J'ai pas eu à argumenter avec des femmes non féministes. C'est pas mes amis. Puis quand on travaille dans un milieu professionnel, il y a comme pas personne qui s'affiche non féministe quand tu es une femme. Il y a personne qui va dire, puis surtout pas dans le milieu des médias et de la télé encore plus, qui va dire franchement les affaires. Ce qui, moi, me surpris dans un milieu où les patrons ce sont surtout des patronnes, c'est comment on peut pas dire les choses franchement. Qu'il faut faire croire que c'est l'idée de la personne. Qu'il faut... que c'est mal vu d'avoir trop d'idées autour d'une table parce que là, tu as l'air de tirer la couverture de ton bord. C'est toujours, en fait, tout ce que tu dis, c'est toujours mésinterprété, puis il y a toujours un biais quand tu affirmes quelque chose. C'est ça que j'ai... C'est ça l'espèce de spectre non tangible, non féministe. Là, j'ai toujours trouvé ça un peu... c'est beaucoup moins pire dans une salle de rédaction. Ah oui? Que toi, tu as connu. Oui. Malheureusement. Puis t'as connu, t'étais avec des gars, tu sais, parce oui, que j'étais t'étais journaliste au sport. sportive, moi, pour les gens qui le savent pas, malheureusement. J'ai survécu, merci. Mais moi, je fonctionnais très bien dans une salle de rédaction parce que c'était pas mal vu de s'affirmer le poing sur la table. OK. Tu ramenais de la nouvelle, c'était bien correct. Puis je travaillais au Journal de Montréal, c'est des bonhommes, là, tu sais. C'est tous des bonhommes. Mais ça a toujours été cool puis facile parce que on était capable de dire les vraies affaires. Mais moi, je pense que c'est parce que c'est le milieu journalistique qui est comme ça. OK. Mais c'est pas parce que c'est des gars. Je pense que c'est le métier qui impose. C'est des qualités dont tu as besoin pour interviewer un ministre. Tu sais.
Tu vas me le dire. Puis à l'écrit, on n'entend pas la voix fatigante des filles. Ah, mais ça, c'est effrayant. Hey, merci encore, Pascal, pour ces belles réponses. Oh yeah! Et on va conclure ce bel épisode avec ton édito, Coralie. Oui, le vendredi 9 août dernier, le sud du Québec a été traversé par les restes de la tempête Déby. Là, c'est juste moi qui trouve ça étrange d'appeler ça un reste de tempête. Comme si le Québec avait dit aux États-Unis « Hey, j'ai vu qu'il te reste un petit 150 mm de pluie, tu vas-tu le finir? » Non, mais à voir les dommages que les restes de tempête ont causés, j'aurais appelé ça un repas principal. Non, mais sérieux, j'ai un fond de pâté chinois dans mon frigo que je respecte plus que ça. Et comme à chaque événement climatique extrême, j'aime bien prendre une grande respiration et regarder les réseaux sociaux pour consommer le maximum d'images apocalyptiques possibles pour que mes cauchemars soient bien réalistes. Je suis comme ça. Et je lis les commentaires des climato-sceptiques qui portent la casquette à l'envers et qui affirment que des épisodes de pluie de cette envergure, c'est toujours arrivé. Ben oui, bien sûr. 150 mm de pluie dans le centre-ville de Montréal, c'est fréquent. Hein? Tout le monde sait que Montréal, au mois d'août, c'est comme Venise puis qu'il faut s'attendre à magasiner les deux pieds dans l'eau. Bien sûr. Puis là, faites attention au Québec, hein? Vous autres, aux inondations, là, vous êtes en pente, ça sera pas le fun pour le monde en bas, hein? À moins que vous transformez ça en opportunité d'affaires et que vous mettiez des glissades d'eau qui descendent en basse-ville. Là. Ça serait quand même nice. Mais dans les images des différents médias, suite au reste de tempête, ce qui frappe le plus, c'était les rues inondées, les voitures immobilisées, les pompiers qui se mettaient à risque pour sauver du monde dans leur tas de tôle, et personne pour souligner que c'était justement ces mêmes routes asphaltées qui sont responsables de l'accumulation d'eau à la base. Je ne sais pas si vous avez vu des images des intersections, par exemple, de la 15 et de la 40, mais ça avait l'air d'une piscine dans laquelle personne voulait y siroter une margarita. Okay? Et en plus, dans ce coin-là, le problème va empirer avec le méga projet de centre d'achat et complexe immobilier, le Royal Mount. Ça, faites attention au Québec. Le Royal Mount, là, ça serait votre troisième lien. Nous, on l'a eu, c'était un projet de merde. Puis en plus, ce projet-là se vante d'être un projet écolo. Oui, écolo, parce qu'ils ont 20% plus d'espace vert que le quartier environnement. Et Dieu sait que la barre est haute quand t'es voisin d'une autoroute. Hein? Puis tout le monde sait que les écolos rêvent d'habiter à un jet de pierre d'un centre d'achat. Et par un jet de pierre, j'entends bien sûr coller des roches dans la vitre d'un Uniqlo. Et malgré l'ultra-bétonisation flagrante de nos villes, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, toutes les madames avec une photo de profil de coucher de soleil, elles pointent les canalisations déficientes. Puis, OK, oui, peut-être ça a un lien, mais c'est aussi l'urgence climatique. Puis plus ça va, plus c'est du jamais vu en quantité de précipitations. Tu sais, si tu chies dans un pot de yogourt, ça se peut que ça déborde. Je vous laisse avec cette image pour le restant de votre vie maintenant. Que les inondations arrivent à Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke, à chaque fois sur les réseaux sociaux, on peut lire « Faut que la ville fasse quelque chose! » Oui, elle essaye, la ville, Mireille, mais tu chiales tout le temps. Quand la ville bloque des rues pour ouvrir puis réparer les canalisations, tu chiales. Quand tu retires des places de stationnement pour construire des saillies végétales et récolter l'eau de pluie, tu chiales. Quand elle installe des pistes cyclables pour diminuer notre dépendance à la voiture et réduire les émissions de CO2 et le risque d'épisodes d'inondation, tu chiales. Puis quand les 10 plus grandes villes du Québec ont proposé un pacte vert en 2022 pour répondre à l'urgence climatique et assurer la résilience des villes, toi, tu as voté pour le gouvernement contre. Puis là, j'ai full d'empathie là, pour les personnes qui ont vu leur maison se faire inonder puis qui ont dû faire sécher leurs décorations de Noël dans leur driveway. Mais on peut pas se relever d'un désastre climatique puis reconstruire comme avant, comme si de rien n'était. Va falloir revoir le concept des sous-sols. Même si ça me fend le cœur de me dire que je pourrais jamais imaginer aménager un petit bar quand j'aurai un sous-sol un jour. Quoique joke, là, c'est sûr que j'aurai jamais l'achat d'une maison accessible. J'ai fait une phrase avec ça, OK? Faites comme si. Non, mais il faut reloger ceux qui habitent dans les sous-sols, obliger la présence de drains dans les nouvelles constructions, augmenter la présence d'espaces verts et réduire les espaces minéralisés. Sinon, on va se faire ramasser par d'autres restes de tempête, puis on va être dans un sale état, comme un vieux Tupperware dans lequel on a chauffé des restes de spaghettis. Merci beaucoup, Coco! Oh yeah! Et c'est déjà ce qui met un terme à ce fabuleux épisode spécial de Farouche spécial Comédia Fest. Tout le monde avait Oh yeah! Avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Merci à notre superbe invité, Pascal Lévesque. Merci au Comédia Club et la Pyramide de Sainte-Foy pour le bel accueil. Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professionnel de notre jingle. Oui, merci à Morse à la technique qui est toute
la gang de la salle. On peut les applaudir, oui. Merci aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent. Oui, et tous nos merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé des belles contributions et nos nouvelles abonnés de 5 $ par mois se méritent un fabuleux remerciement en ondes. Oui. Donc, merci à Julie Blackburn, Sophia Benkiran, qui est la petite sœur de mon amie du primaire. Allô, Sophia? Samuel Gagnon Rebecca Jellycir. et Ludovic Fortin-Turmel. Et merci à toi, ma sister from another mother, Coralie Laperrière, tout le monde! Merci à toi, M. Night Show. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés ce soir. On vous rappelle que à tous nos fans d'aller écouter les autres épisodes sur les plateformes de balado, sur YouTube. Vous allez trouver ça. Oui, puis on fait une petite pause de podcast en septembre parce qu'on vous prépare un super funky coup, le lancement en octobre pour la nouvelle saison. Ce sera à Montréal, malheureusement pour nos nouveaux fans de Québec. Plein de nouveautés et de surprises au rendez-vous et un after party pas piqué des verres pour les gens de Montréal qui seront sur place. Fait que surveillez nos réseaux sociaux pour ne pas manquer la vente de billets et l'annonce de nos super invités. Oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et rejoindre notre groupe Facebook Farouche le podcast. Oui, merci beaucoup. À très bientôt, la gang. Ça a été super le fun de faire cette soirée-là avec vous. On vous laisse pour une dernière fois sur notre super jingle. Essayez de clapper des mains puis de chanter avec nous. Bonne fin de soirée! Merci beaucoup! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fa 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 rouge. Merci beaucoup!